Bonsoir et merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de soirée pour deux nouvelles émissions spéciales consacrées aux élections départementales dont le premier tour, je vous le rappelle, se jouera dimanche. Oui, ça approche. Focus tout d'abord sur le département du Loir-et-Cher, puis vous retrouverez Xavier Nézet pour l'Eure-et-Loir. Il s'agit à chaque fois d'évoquer les dossiers majeurs de ces territoires. Je suis accompagné ce soir d'Antoine Denécher de France Bleu Orléans. Bonsoir Antoine. Bonsoir Franck, bonsoir à tous. 4 candidats sur ce plateau ce soir pour le Loir-et-Cher. Tout d'abord Michel Chassier, bonsoir monsieur, pour Bonsoir. le Rassemblement National et candidat sur le canton de Montrichard-Val-de-Cher. Michel Contour, d'Hiver Gauche, candidat dans le canton de Vineuil. Bonsoir monsieur Contour. Bonsoir monsieur Denécher. Troisième candidat sur notre plateau ce soir, Guillaume Pelletier, Union du Centre et de la Droite. Vous êtes candidat dans le canton de Chambord. Bonsoir. Et puis François Thiollet d'Europe Écologie Les Verts pour la liste Loir-et-Cher en commun, candidat dans le canton de Vezin-sur-Loire. Bonsoir monsieur Thiollet. Bonsoir. Messieurs, en plus de ces 50 minutes de débat, on va vous demander à la fin de cette émission de vous livrer un petit exercice de style ou figure imposée, comme vous le voulez. Vous aurez chacun, donc en fin d'émission, 1 minute pour tenter de convaincre vos électeurs. Le Loir-et-Cher, son profil, ses grands traits, en un tout petit peu plus d'1 minute, c'est le coup d'œil de Malvinaro. Le Loir-et-Cher, département central de la région, que se partagent plus de 330 000 Loir-et-Chériens. Blois, ville royale et chef-lieu du département, est de loin la commune la plus peuplée et la plus dense, 1225 habitants au kilomètre carré, c'est 2 fois plus qu'à Vendôme et 3 fois plus qu'à Romorantin. D'ailleurs, ces 3 territoires sont classés villes d'art et d'histoire, une fierté locale qui booste le tourisme, la 4e activité économique du département. En parlant d'économie, de grandes entreprises sont implantées sur le territoire. Thales à Vendôme, Daher et Boiron à Montrichard, sans oublier Poulain et Saint-Michel. Toutes constituent de véritables bassins d'emploi indispensables à la vie économique et démographique. D'ailleurs, le taux de chômage y est de 6,2%, le plus bas de la région. Le Loir-et-Cher, c'est aussi beaucoup de forêts, et pas seulement celle du domaine de Chambord. 200 000 hectares sont consacrés à la sylviculture, ce qui en fait une des plus grosses productions régionales. Les forêts que l'on traverse à 90 km/h, la limitation de vitesse de nouveau en vigueur depuis 1 an. Le Loir-et-Cher est à une petite heure de Paris grâce au TGV à Vendôme, une des 45 gares du département. Et puis que serait le Loir-et-Cher sans sa salamandre chère à François Ier? Le projet de la faire disparaître du logo du département avait indigné les Loir-et-Chériens, très attachés à ce petit amphibien. Voilà pour cette entrée en matière très efficace, comme d'habitude avec Malvina. Premier grand dossier dans ce débat, le social et le système de santé. Le Loir-et-Cher, vous le savez, a une population vieillissante qui alourdit chaque année le budget consacré notamment à l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Ça représente 40 millions d'euros et selon une projection, ce pourrait être 56 millions dans 10 ans. Alors messieurs, je vous pose de façon collégiale et de façon très ouverte la question suivante. Faut-il que l'État, qui s'est partiellement désengagé, en reprenne une plus large part? Qui veut intervenir sur cette question? Monsieur Chassier. C'est un sujet qui a été évoqué récemment avec le problème notamment des aides médicales et je cherche l'association. Et faut-il que l'État, je posais cette question, faut-il que l'État reprenne la part qu'il devra avoir? Non mais justement, il y a un début de réponse parce qu'on s'aperçoit que c'est une charge qui est très lourde pour le département et l'État a dû intervenir du moins pour proposer des mesures pour revaloriser le salaire des aides à domicile, notamment. Sauf que cette mesure n'est financée qu'en partie par l'État, on estime à hauteur de 50%. Guillaume Pelletier, est-ce que c'est trop lourd pour un département, comme pour tous les départements français d'ailleurs? Non, moi je suis totalement opposé à l'idée de reconfier à Paris, c'est-à-dire à un État centralisé, des politiques qui doivent s'appuyer sur la proximité et sur le terrain. Ce qui fait la richesse et la force de notre département de Loir-et-Cher, son incroyable et magnifique qualité de vie, c'est justement ce lien social entretenu par nos élus, par nos associations, par nos entreprises et par ces remarquables femmes et hommes qui font ce travail quotidien au service des plus fragiles et des plus vulnérables, qu'il y ait davantage de contrôle et de fermeté sur les abus et les fraudes, oui, mais que nous continuons à garantir une vraie proximité à travers une entité départementale. François Thiollet, qu'est-ce qu'on en pense, notamment chez les Verts?
On en pense que la priorité du département, ça doit être le social. C'est qu'aujourd'hui, les politiques que mène le département sont complètement dénaturées par rapport à la priorité qui doit être l'aide aux personnes âgées, l'aide aux populations en situation de handicap, l'aide aux plus fragiles. Et c'est ça que le département doit investir. Alors après, comment c'est financé par rapport à l'État ? Évidemment, l'État, il doit venir en aide au département pour garantir une péréquation entre des départements très pauvres qui doivent financer énormément du RSA, énormément d'APA. Que nos téléspectateurs comprennent bien, lorsque vous parlez de péréquation, c'est une compensation. Une compensation, un petit peu comme ce qu'on a sur la question des logements, où en fait les villes qui ont peu de logements sociaux en fait doivent payer plus pour aider les villes qui en ont moins. Michel Contour, ce genre de choses est important. Dans cette gauche humaniste que vous voulez incarner, qu'est-ce que l'on pense de cette question ? Quel avis a-t-on ? Alors, nous avons aussi le souci de pouvoir venir en aide, mais nous avons aussi, me semble-t-il, une attente vis-à-vis de l'État en ce qui concerne les aides. Et quand on parle de péréquation, effectivement, entre départements riches et départements pauvres, il doit y avoir quelque chose qui permet de niveler. Par contre, sur le plan du département, nous avons des possibilités d'intervention aussi au niveau de nos associations, et il faut être en accompagnement de nos associations pour pouvoir aider dans les interventions que nous avons en ce domaine. Antoine, vous vouliez soulever une question ? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre vous ? Parce que verser l'APA, l'allocation pour les personnes âgées, c'est une obligation, c'est une compétence qui est déléguée au département. Qu'est-ce que ça changerait si votre camp, M. Pelletier, conservait la majorité, si vous, M. Chassier, le Rassemblement national, était à la tête du département du Loir-et-Cher, ou si c'est la gauche qui avait le département ? Ça serait quoi la différence sur le versement de l'APA ? Oui, ce qui est clair, c'est que c'est une Parce qu'il n'y a pas une APA de gauche et de droite. Oui, non, mais c'est une compétence du département, sauf que le département ne la maîtrise pas. Faut pas se tromper. Ce n'est pas le département qui fixe le montant des différentes allocations. C'est vrai aussi pour le RSA. Il ne fixe pas non plus les conditions d'attribution. Tout cela est national. Mais en contrepartie, le département ne maîtrise pas ses recettes. Et ce que nous demandons, c'est que ça n'a pas été prévu par la loi NOTRe, c'est une erreur, c'est que les départements aient des recettes propres qui lui permettent de couvrir ses dépenses. Alors, est-ce que c'est compensation de l'État ? Est-ce que c'est un transfert de fiscalité ? C'est quelque chose à définir, mais on ne peut pas continuer à payer des dépenses, je veux dire, que l'on ne maîtrise pas. Guillaume Pelletier, sur ce sujet ? Nous, notre marque de fabrique, notre originalité, sans nous comparer aux autres, avec Pascal Brindot, député de Vendôme, avec Nicolas Perruchot, le président actuel, sur la question sociale, elle est simple. Nous sommes pour une vraie politique d'aide aux plus fragiles, aux plus vulnérables, bien entendu, qu'ils soient ces Loir-et-Chériens handicapés, âgés ou même jeunes, où nous plaçons par exemple chaque année près de 1000 jeunes enfants Loir-et-Chériens qui sont dans des familles d'accueil. Donc vous voyez toute la politique sociale. Nous, notre originalité, c'est que nous voulons lutter très fortement contre l'idée que l'assistance qui est légitime devienne une politique systémique d'assistanat. C'est-à-dire que le social, oui, à la condition qu'on ne verse pas dans ce qui gangrène aujourd'hui notre pays, c'est-à-dire, je vais vous donner un chiffre qui a été révélé par Pascal Brindot dans son rapport parlementaire, 50 milliards d'euros de fraude sociale chaque année en France. Il nous faut donc être très ferme sur cette question-là, pour récolter cet argent perdu et pouvoir le distribuer à celles et ceux qui le méritent et qui en ont vraiment besoin. Si je puis me permettre, justement, je prends à la volée vos propos parce que le social, c'est également le RSA, le revenu de solidarité active. C'est environ 40 millions d'euros par an dans le département du Loir-et-Cher, avec malheureusement une hausse en perspective. Vous les évoquiez, aide à l'enfance, aide à la famille, aide aux personnes handicapées. Au total, ces solidarités au pluriel dans ce département du Loir-et-Cher s'élèvent à 200 millions par an pour un budget, je crois, global de 450 millions. Exactement. Est-ce que moi je pose la question, très concrètement, est-ce que c'est encore tenable, Monsieur Thiollet ? Ce qui n'est pas tenable, en fait, c'est d'utiliser de l'argent ailleurs que sur des politiques sociales. Aujourd'hui, les services... Ça veut dire quoi, que c'est mal fléché ? C'est que c'est 60% du budget, et il y a des dépenses, on en discutera après, mais par exemple, des projets de sortie d'autoroute à plus de 50 millions, c'est ça qui n'est pas tenable, à notre avis. L'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui... Sortie d'autoroute à Blois, c'est ça ? Sortie d'autoroute à Blois, et tous les autres projets, agences d'attractivité. C'est pas ça la priorité du département. La priorité du département, c'est des gens qui sont en souffrance, des gens qui sont dans la pauvreté, des gens qui sont des personnes âgées qui méritent d'être plus accompagnés. Et aujourd'hui, les services sociaux du département, pour la MDPH, c'est plus maison départementale des personnes handicapées, c'est plus de 6 mois
pour avoir une réponse. Ça, c'est ce qui doit changer. Et si le département ne maîtrise pas l'argent, le département, il maîtrise l'accompagnement. Il peut accompagner plus les personnes qui sont en difficulté. Antoine. Une question justement, et je voudrais que vous réagissiez là-dessus. La Loire-et-Cher en commun propose le RSA dès 18 ans. Aujourd'hui, le RSA, c'est à partir de 25 ans. Dites-nous, monsieur Thiollet, pourquoi vous faites ces propositions et les autres, ce que vous en pensez? C'est simple. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour être pauvre ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a quitté le système scolaire assez tôt, qui se retrouve, et souvent en plus, c'est des jeunes qui viennent aussi de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que tant qu'on ne traite pas la question sociale au départ, qu'on n'accompagne pas ceux qui sont en difficulté les plus fragiles, à la fin, de toute façon, ce sera des dépenses supplémentaires pour la collectivité parce qu'il faudra les accompagner. Des jeunes, aujourd'hui, qui ont 18 ans, doivent pouvoir bénéficier du RSA. Et donc, ce qu'on demande, c'est pouvoir expérimenter le RSA à partir de 18 ans. Monsieur Contour, vous qui êtes de gauche là-dessus? Oui, alors aujourd'hui, le RSA, c'est 7200 allocataires. Et moi, je considère que le RSA, c'est un revenu de subsistance, mais en aucun cas quelque chose qui doit devenir une ambition. Et je pense qu'on peut aussi pallier en renforçant la garantie jeune, qui est gérée par l'État, et aussi dans le cadre des conventions qu'on peut avoir avec la mission locale. Je crois qu'il y a à développer en aidant les missions locales pour pouvoir intervenir auprès de ces allocataires. Monsieur Pelletier, monsieur Chassier, sur ce RSA des 18 ans? On n'a pas du tout la même vision des choses. Avec Nicolas Perruchot, nous, ce que nous considérons, c'est que le travail vaut plus que l'assistanat. Que les revenus du travail, on doit recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus d'assistance. Un exemple très concret, là encore, nous avons créé ces dernières années Job 41 qui permet à des allocataires du RSA de retrouver un travail. Très rapidement, en 2003, quand ça s'appelait encore le RMI, il y avait environ 5000 allocataires du RMI en Loire-et-Cher. On est monté en 2019, avant la crise, à 10 000 allocataires. Et grâce à Job 41, grâce au travail de la majorité départementale, ce sont 3 000 Loir-et-Chériens, j'ai bien dit 3 000 Loir-et-Chériens, soit 8 millions d'euros d'économies, qui, grâce à l'application Job 41, au lien très fort avec nos entrepreneurs, nos PME, nos TPE, nos artisans, nos commerçants qui font un travail remarquable, que nous avons permis à des gens en difficulté de retrouver un emploi. En un mot, avoir pour ambition une aide sociale tout au long de la vie, c'est une illusion et c'est de la démagogie. Nous considérons que ce qui vaut, ce qui émancipe, ce qui épanouit, c'est la valeur du travail. Michel Chassier. Je suis d'accord qu'il ne faut pas opposer d'ailleurs les aides qui sont nécessaires. Hein. Les gens qui les demandent en ont besoin, mais ce n'est pas une fin en soi. Quand on prend l'exemple du RSA, ce n'est pas contradictoire de dire effectivement il faut des projets de développement économique. Il faut une agence d'attractivité, parce que c'est en recréant de l'emploi qu'on en fera diminuer le nombre d'allocataires du RSA. Vous avez des avis très divergents sur la nécessité d'une agence d'attractivité. Oui, bon, on pourra en reparler, mais bien entendu qu'il faut développer l'attractivité et l'emploi. C'est la meilleure façon de lutter contre la précarité, contre le chômage, et de faire diminuer cette charge qui pèse sur le département. Michel Chassier, on va rester avec vous, parce que vous savez, nous avons lié la question sociale au lourd dossier de la santé et de l'accès aux soins dans votre département, pour les plus précaires comme pour les moins défavorisés. D'ailleurs, le Loir-et-Cher n'y échappe pas. Il y a un cruel manque de médecins, notamment de généralistes. Est-ce que le conseil départemental peut jouer activement un rôle pour les attirer, ces médecins? Michel Chassier. Là aussi, on est sur une compétence partagée, oui. Et malheureusement assez compliquée, entre l'État, entre l'ARS, entre la région et le département, etc. C'est vrai qu'on a peut-être du mal à s'entendre et à travailler ensemble. Je crois que le département s'occupe déjà effectivement du volet EHPAD, des maisons de santé pluridisciplinaires, etc., les finances. Après, il faut qu'il y ait du personnel qui vienne dedans. On a eu le problème souvent de MSP où on manque de personnel. Maisons de santé pluridisciplinaires, voilà, où on ne trouve pas forcément de médecins pour y venir, hein, ou d'autres personnels médicaux. Donc le département doit aussi inciter, mais ça se fait aussi avec la région. Je crois qu'il faut qu'il y ait une meilleure coordination des efforts entre le département et la région sur cette question des médecins. François Thiollet, est-ce que le département du Loir-et-Cher, jusqu'à maintenant, a quelque peu failli dans sa mission et n'a pas réussi à mettre en place une politique suffisamment attractive, intéressante pour que les médecins viennent sur ce territoire? Alors, il faut être honnête, la plupart des départements ruraux sont confrontés au même problème qui est lié en partie à la question du numerus clausus. On ne va pas revenir là-dessus. Le département du Loir-et-Cher, il a mis en place un truc qui est plutôt intéressant, hein, c'est le PAIS, qui permet en fait... Qu'est-ce que c'est le PAIS ? Le plan d'accompagnement. On va fixer une petite règle du jeu. Pardon. Cessez de parler avec des acronymes. Les téléspectateurs ne vous comprennent pas.
plateforme alternative d'innovation et de santé. C'est quelque chose qui a commencé à Saint-Georges-sur-Cher et qui en fait met en réseau des médecins qui sont prêts à assurer une journée d'astreinte pour lesquels ils sont rémunérés, pour lesquels ils ne prennent pas de rendez-vous. Ça, c'est plutôt une expérience qui est partie au départ de l'hôpital et de l'ARS et qui a été soutenue par le département, tant mieux. Il y a l'autre piste qui est évoquée notamment au niveau régional, c'est la question de salarier des médecins. C'est aussi une piste qu'il faut creuser. En fait, il ne faut rien s'empêcher et il faut essayer de recréer du tissu au niveau le plus local possible. Parce que là où il n'y a pas de médecin, c'est aussi plus d'intervention des sapeurs-pompiers pour des choses sur lesquelles ils ne sont pas directement habilités. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que peut faire le département. Ce n'est pas forcément plus de moyens, mais c'est un meilleur accompagnement pour coordonner tout ça, pour alléger le travail des médecins. Aujourd'hui, majoritairement, les nouveaux médecins qui s'installent sont plutôt des femmes ou plutôt des jeunes qui ont plutôt envie de garder une vie de famille. Il faut leur garantir qu'ils ne vont pas travailler pendant de 8h à 23h. Médecins qui viennent d'autres horizons. Oui, justement, est-ce que faire venir des médecins étrangers, comme ça s'est beaucoup fait avec plus ou moins de réussite, vous êtes plutôt favorable, défavorable? Parce que ça peut être une solution aussi. Guillaume Pelletier. Ça, c'est très français, très bureaucratique, quand on ne trouve pas la solution, d'aller les chercher systématiquement à l'étranger. On a la chance d'avoir en France des médecins extraordinaires, sauf qu'on n'a pas mis en place, là vous aviez raison, l'addition des dispositifs qui permettent très concrètement de trouver des solutions. Il y a évidemment le dispositif PAIS qui marche très bien à partir de Saint-Georges, aujourd'hui en Sologne. Il y a un dispositif que nous avons d'ailleurs avec Michel Chassier défendu à la région, avec François Bonneau. C'est l'embauche de 150 médecins salariés au niveau régional qui vont progressivement être répartis dans les territoires les plus mal dotés. C'est d'ailleurs la piste que je propose de creuser pour le Loir-et-Cher, que le département accompagne la région et embauche lui-même quelques médecins salariés. Il y a un département qui a fait ce choix remarquable et courageux, qui est le département de la Saône-et-Loire, et qui a pu régler en grande partie la question de la présence au plus près des Vous avez travaillé avec Loir-et-Chériens. Michel Chassier sur ce dossier. Et François Bonneau, enfin avec tous les groupes à la région. D'ailleurs, je crois que c'était à l'unanimité. Je vais juste faire une parenthèse. Est-ce que, peut-être dans un avenir proche, compte tenu de vos dernières déclarations, est-ce que vous seriez prêt à travailler dans ce département avec le Rassemblement national? Non, mais les questions politiciennes, pardon, mais vous pouvez vous les garder. Moi, je suis là pour défendre les Loir-et-Chériens. Je suis un homme pragmatique. Je travaille avec des élus de gauche, de droite, du Rassemblement national, de la France insoumise. Ce qui m'intéresse, c'est comment on défend l'intérêt général et le bien commun du Loir-et-Cher. Quand nous cherchons des solutions et que nous les trouvons pour obtenir des médecins dans nos campagnes pour les plus démunis, les plus vulnérables. Ça n'est pas une question d'étiquette politique, c'est une question d'amour du Loir-et-Cher. C'est la même chose sur le numérique, c'est la même chose pour nos EHPAD. Il nous faut par exemple revaloriser, Nicolas Perruchot y travaille en lien avec la DMR, la rémunération de nos aidants, de celles et ceux qui s'occupent de nos anciens à domicile, de tous ces personnels remarquables dans nos EHPAD et nos maisons de retraite. Donc le Loir-et-Cher, c'est une extraordinaire qualité de vie qu'on doit préserver en étant audacieux, bien plus que la moyenne. On a fait une petite déviation, on va revenir sur le terrain parce que on va être obligé de passer au deuxième thème saillant dans le département du Loir-et-Cher, c'est bien sûr le chômage, les chiffres. J'aurais aimé dire oui, mais on est obligé d'avancer, je suis désolé. Les chiffres s'emballent sur le chômage avec la crise de la Covid, plus 6%. Est-ce que le retour, justement, je vais vous passer la parole, Michel Contour. Est-ce que le retour à un seuil plus raisonnable doit passer par le maintien ferme aux entreprises pour qu'elles ne mettent pas la clé sous la porte et redynamisent leur activité? Donnez-nous votre point de vue. Alors, on va revenir finalement indirectement sur l'attractivité, quelque part. Parce que les entreprises, aujourd'hui, si elles s'installent sur un territoire... Je crois que tout est un problème d'attractivité. Comment ? Je crois que tout est un phénomène d'attractivité. Tout est un phénomène d'attractivité. Aujourd'hui, une entreprise, elle vient sur un lieu si elle y trouve les moyens de développement de son entreprise, mais aussi les moyens humains autour. C'est-à-dire que son épouse ou son mari, si c'est une chef d'entreprise, doit pouvoir trouver un environnement qui lui convienne aussi. C'est-à-dire qu'il y a les loisirs qui doivent être à la hauteur de l'environnement de l'entreprise. Il y a la santé qu'on vient d'évoquer tout à l'heure avec les médecins, et je ne reviens pas dessus, mais c'est tout un territoire qui doit être attractif en lui-même pour qu'une entreprise s'y sente bien. Alors nous sommes coincés quelque part entre Tours et Orléans, et quelques personnes nous disent que c'est un handicap. Je crois que nous avons quand même un territoire qui a faculté à développer des entreprises entre ces deux grandes villes, et on le voit aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, on voit aujourd'hui un intérêt particulier, peut-être que la crise du Covid a été pour quelque chose, de gens qui recherchent
des lieux où l'on vit différemment, où l'on peut se développer, mais dans une ambiance différente. Et je crois que le Loir-et-Cher a une carte à jouer en la matière. On va rester avec vous. Antoine a une question pour vous, je crois, à propos des cotisations sociales. Tout à fait. 60 millions d'euros de cotisations sociales reportées, c'est une traduction du quoi qu'il en coûte. Est-ce que c'est vraiment la solution, selon vous, pour soutenir les entreprises, quoi qu'il arrive dans le Loir-et-Cher, pour sauver l'emploi ? Mon Dieu, vous me posez une question d'économiste et je suis un peu embarrassé de répondre à ça, moi, au niveau où on me demande de faire de la politique... Vous avez géré une entreprise quand même. De la politique départementale. Ah oui, mais attendez, vous êtes candidat, vous devez être en mesure de répondre à toutes ces questions. Je suis candidat. Il ne faut pas alourdir évidemment démesurément les charges des entreprises. C'est une question d'équilibre. Après, chacun doit prendre sa part. Quand il y a une difficulté, il faut savoir la partager. Le tourisme, vous le savez, le tourisme, c'est un des secteurs économiques importants en Loir-et-Cher et pourvoyeur d'emplois, bien sûr. C'était entre 170 et 200 millions d'euros par an, vous me corrigez si je me trompe, quasiment zéro depuis plus d'un an. Au moment où les sites, les restaurants rouvrent leurs portes, est-ce que d'après vous, il y a un accompagnement spécifique à réaliser pour encourager les embauches, Monsieur Thiollet ? D'abord, vous avez dit tout à l'heure un truc, vous dites que tout est une question d'attractivité. Moi, j'aimerais bien savoir d'où elle vient, votre attractivité. Puisque, en fait, si on fait venir des gens dans le Loir-et-Cher, ils viennent forcément d'ailleurs. C'est-à-dire, si la logique, c'est de faire la compétition des départements les uns contre les autres, je ne vois pas à quoi ça sert. Pour moi, pour nous, le développement, c'est d'abord un développement local. On a des artisans, on a des commerçants, on a des artistes, on a des chefs d'entreprise qui ont créé de l'innovation, qui ont créé de la valeur ajoutée locale. C'est ça qu'on doit soutenir. Et sur le tourisme, c'est la même chose. Il faut arrêter d'avoir des grandes danseuses et des grandes visions sur faire venir des touristes de partout, de l'autre bout de la planète, parce qu'en plus, ils viennent souvent avec des moyens de locomotion qui sont extrêmement polluants. Il faut plutôt penser autrement. Ce que les gens ont découvert au moment du Covid, c'est qu'ils pouvaient se promener à 10 km autour de chez eux. Et dans tous les territoires du Loir-et-Cher, on trouve un lavoir, on trouve un moulin, on trouve des endroits, des espaces naturels sensibles. Vous voulez plus de touristes chinois à Chambord, par exemple ? Mais c'est pas que je veux pas plus de tourisme chinois, c'est que l'argent du département, il doit être d'abord privilégié un tourisme de proximité, un tourisme responsable, et pas un tourisme polluant, un tourisme qui coûte cher finalement, et un tourisme qui détruit la planète. Et donc ça veut dire quoi ? Si vous êtes élu, vous fermez l'agence de l'attractivité qui a été créée par la majorité de M. Perruchot l'an dernier ou pas ? Alors si on est élu, oui, on va arrêter de subventionner l'agence d'attractivité qui n'a aucun sens en fait. La question de l'attractivité, en fait, à quelle hauteur par an ? Elle est subventionnée à hauteur de 500 000 euros par an. C'est bon, vous avez une autre question ? En fait, c'est un espèce de petit piège. Voilà. J'ai la même chose pour le Breuil, si vous voulez. Bon, bref. L'agence d'attractivité, c'est quoi, en fait ? C'est juste de la redistribution par le haut. Puisque quand on dit attractivité, et c'est ce qu'a dit M. Contour tout à l'heure, on s'adresse plutôt à qui ? À des chefs d'entreprise, à des gens qui sont déjà des aisés. Là où le travail du département... qui crée de l'emploi. Mais est-ce que les gens qui n'ont pas de moyens ne créent pas aussi de l'emploi ? Est-ce que faire du territoire zéro chômeur, c'est pas permettre à quelqu'un de créer de l'emploi ? C'est pas de l'assistanat en fait, c'est de l'accompagnement pour dire que vous avez la capacité à créer de l'emploi, à créer de l'activité là où vous êtes, et ça existe dans le Loir-et-Cher, et c'est plutôt ça qu'il faut soutenir, plutôt que de chercher à faire venir toujours des gens qui viendraient de l'extérieur, mais en fait qui viennent juste souvent du territoire d'à côté. Alors, Guillaume Pelletier, c'est une critique de la majorité actuelle. Qu'est-ce que vous répondez, notamment sur l'agence de l'attractivité ? C'est une réussite. Vos confrères de la Nouvelle République, c'était au début du mois de juin, avaient fait tout un dossier sur ces franciliens, par exemple, qui quittaient l'Île-de-France pour rejoindre le Loir-et-Cher grâce à l'agence d'attractivité, ces nouveaux médecins qui s'installent dans le Loir-et-Cher grâce au travail de Karine Gouraud et de l'agence d'attractivité. Donc évidemment, c'est quelque chose à prolonger. Là encore, en nous adaptant à ce nouveau monde du lendemain de crise. C'est-à-dire, d'abord, valoriser ce qui fait notre originalité dans notre pays. Le Loir-et-Cher, ça n'est pas un département avec une immense métropole. Notre Loir-et-Cher, ça n'est pas un département urbain. Imaginez que sur 640 000 hectares, la taille, la superficie du Loir-et-Cher, vous avez 300 000 hectares de terres agricoles cultivées et 240 000 hectares de forêts. C'est un département vert, c'est donc le département d'avenir, c'est un département dans lequel la qualité de vie, le rapport à l'autre, le lien social, là-dessus, le département vert, le savoir-faire, on a plein d'atouts. Et donc il nous faut à la fois dynamiser nos locomotives, Chaumont, Beauval, Chambord, bien sûr, qui apportent à près de la moitié, un peu plus de la moitié de nos touristes. On a, rendez-vous compte, 5 700 000 touristes chaque année avant la crise qui viennent en Loir-et-Cher. C'est 2 fois plus que la Corse. Dans l'imaginaire... Chambord, c'est 1 million, je crois, c'est ça ? C'est à peu près 1 million. Ouais. Et puis Beauval qui est en grande dynamique. Et grâce à ces locomotives, il faut désormais, c'est ça le travail d'un département et des élus locaux, irriguer pour recréer un lien avec tous les acteurs touristiques plus modestes, nos gîtes, nos chambres d'hôtes, nos hôtels, nos restaurants, tous ces Loir-et-Chériens qui créent
à l'échelle d'une commune, un vrai patrimoine culturel et naturel. Si on arrive à additionner tous ces talents, à être fier et à montrer cette fierté loir-et-chérienne. Et avec de la coordination. Voilà, il faut de la fierté et de la coordination. Si nous assumons notre fierté d'être loir-et-chérien, nous deviendrons demain un département profondément dynamique. Une dernière réaction, celle de Michel Chassier, et ensuite nous allons parler justement à la physionomie de ce territoire. On va justement revenir au bassin de population. Une réaction, s'il vous plaît, Monsieur Chassier. Je suis tout à fait d'accord que nous avons besoin de ces locomotives sur le plan touristique, mais pas seulement. Parce qu'effectivement, il y a derrière le 1,5 million de visiteurs qui vient à Beauval, toute la vallée du Cher en profite et au-delà, au niveau de l'hébergement, de la restauration, de la sous-traitance et de l'emploi. Il faut dire que c'est une pépite. Il ne faut pas se priver de cela et c'est pas contradictoire avec le fait justement de développer d'autres formes de tourisme parce que le but justement de ces gens qui viennent beaucoup en Loir-et-Cher faire un tourisme de visite, Beauval ou un château ou un monument, c'est de les faire rester, de les faire séjourner plus longtemps et découvrir effectivement tout le Loir-et-Cher. C'est toujours le problème d'être captif. Et ça, c'est le problème de tout le monde. C'est l'attractivité. Et pour répondre à François Thiollet sur l'attractivité, il ne s'agit pas de faire une concurrence. Effectivement, on ne pourra pas concurrencer certains départements qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants que les nôtres. Mais déjà, si on gardait nos entreprises, parce que dans celles qui étaient citées, en début d'émission, je voyais dans la vallée du Cher, Boiron et Daher, on sait quel est leur sort. On n'a pas cité même dans la présentation la plus grande entreprise, enfin la première entreprise blésoise au niveau de l'emploi, c'est Borg-Warmer. Eh bien, elle est condamnée par les écologistes, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut plus de moteur diesel maintenant. Et la première entreprise de Blois est condamnée. Donc l'attractivité, c'est ça aussi. Il ne faut pas être idéologue, il faut développer. On parlait du tourisme, mais également nos industries. On va parler d'écologie dans un instant. Regardons, Antoine, on va passer, s'il vous plaît, à la physionomie du département. C'est notre 3e volet qu'on a intitulé « Petit territoire et grande circulation ». Vous allez voir pourquoi. Le Loir-et-Cher est un petit département à l'échelle de la région, avec un peu plus de 330 000 habitants selon les derniers chiffres. Grosso modo, 50% de la population vit, là aussi vous me corrigez si je me trompe, vit sur 3 zones urbaines que sont Vendôme, Blois et Romorantin. Pour le reste, nous sommes sur un tissu qui est très rural. Vous dites, Guillaume Pelletier, que c'est un avantage. Alors, première question, est-ce qu'il faut cultiver cette spécificité ou bien créer d'autres pôles de convergence économique en zone rurale? Je vous en prie, Monsieur Contour. Oui, moi je pense que la situation actuelle a de bonnes raisons de perdurer et je pense qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. En créant par contre un lien entre le rural et l'urbain, comme on essaye de le faire de plus en plus aujourd'hui. Cette séparation qui a existé il y a quelques années où les ruraux partaient vers la ville et où il y avait un véritable barrage à la suite de cet exode, aujourd'hui, on le voit, ce souci de l'urbain de revenir vers la campagne quand on a un comice, quand on a des fêtes sur l'agriculture. Surtout depuis le début de la pandémie, Alors, très clairement. Depuis le début de la pandémie, où les gens ont recherché effectivement de l'alimentation de proximité, ça a changé un peu les habitudes. Mais surtout, quand on parlait du territoire tout à l'heure, nous avons une démographie qui est stable finalement, qui n'est pas en baisse sur le Loir-et-Cher. Et ce n'est pas sans raison, en quelque sorte. Il y a des gens qui, aujourd'hui, viennent s'y installer. Le télétravail, aujourd'hui, permet de venir à 1h30 de Paris, s'installer dans nos campagnes. Et en s'installant dans nos campagnes, ce sont des nouvelles populations qui viennent maintenir le bon niveau de fréquentation de nos écoles. Ce sont celles qui permettent d'entretenir encore un petit commerce qui a des difficultés par ailleurs. Donc, si vous voulez, ce passage de l'urbain vers une campagne qui aujourd'hui se désertifiait si nous n'avions pas eu cette possibilité, je crois qu'elle est à maintenir. Et on le sait, quand on vend son appartement à Paris, on peut très confortablement s'installer en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, dans l'Indre ou autre chose. Et les gens y sont bien. Antoine, vous êtes d'accord avec cette analyse C'est-à-dire, voilà, faut essayer d'attirer de nouvelles populations et on est plutôt dans une bonne situation aujourd'hui. La grande différence, je pense, et c'est notre force à tous, puisqu'on y vit quotidiennement, c'est que par rapport à ceux qui nous dirigent à Paris, qui voient la France comme une addition de très grandes villes, l'avenir
est à la ruralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2006, c'est la première fois depuis un siècle, 51% des Français vivent à nouveau dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et donc, notre travail quotidien, c'est de défendre cette ruralité. Quand nous sauvons un distributeur automatique de billets à Saint-Laurent, la Poste à Montpré-Chambord, quand nous défendons nos classes et nos écoles rurales dans tout le département en unissant toutes les forces politiques du territoire, nous faisons œuvre utile pour les générations qui viennent parce qu'en maintenant nos brigades de gendarmerie, en maintenant nos commerces de proximité, nous garantissons l'avenir pour la ruralité. La ruralité, ce n'est pas le passé. On entend ça souvent. La ruralité, c'est un tissu extraordinaire d'artisans, de commerçants, d'anciens avec plein d'expérience, d'une jeunesse qui a des savoir-faire, qui s'engage, par exemple, dans les jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, c'est une richesse extraordinaire qu'il nous faut valoriser. C'est extrêmement difficile, Michel Chassier, même avec toutes les aides, même avec toute la bonne volonté pour redynamiser des territoires ruraux. C'est pas rare de passer dans des villages où il n'y a plus un commerce, les volets sont fermés, il n'y a plus d'école. C'est très compliqué. On peut comprendre que des jeunes couples ne viennent pas s'y installer. Il y a ne serait-ce que des nourrices. Il n'y a plus de nourrices. Oui, non, mais bien sûr. C'est aussi un des facteurs d'attractivité. Quand il n'y a plus d'école, quand il n'y a plus de commerce, etc., les gens n'ont pas forcément envie de s'installer. C'est pour ça qu'il faut effectivement redynamiser. Il faut arriver à recréer dans ce milieu rural de l'activité, que ce soit l'artisanat, mais même des TPE, des PME, des petites entreprises ont tout à fait leur place en milieu rural, mais seulement les schémas urbains aujourd'hui les en empêchent parfois. Je discutais avec un maire une fois du sud de l'agglomération de Blois, d'Aglopolis par conséquent, qui me disait, à une époque, on m'a obligé à faire du logement social. Le problème, c'est que je n'avais pas d'emploi, parce que dans le même plan d'ensemble, dans le même plan d'urbanisme, moi, je ne pouvais pas créer de zone d'activité. Donc là, c'est la gauche. Oui. C'était les écologistes. Alors donc, c'est à cause de la gauche. on va mettre des gens dans des logements sociaux et il n'y a pas d'emploi. Donc tout ça est contradictoire. Il faut arriver à permettre à la création de zones d'activité sur le territoire. François Thiollet, vous vouliez réagir ? Oui, parce qu'en fait, là, vous avez tous fait des belles phrases, mais je n'ai pas compris comment, concrètement, vous veniez en aide à la ruralité pour maintenir dans les compétences du département. Parce que se battre pour des écoles, là, la compétence, elle ne dépend pas directement du département. Enfin, à moins que ça ait changé. Les écoles, c'est parce que nous, donc, les élus locaux, on se bat. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, la question, c'est qu'est-ce que peut faire le département ? Je vous donne quelques exemples. À Lens-le-Gaulois, il y a une association qui s'appelle le Convivial Café, qui a créé un café là où il n'y en avait plus, et les habitants se retrouvent là tous les vendredis soirs. Intergénérationnel, des jeunes, des vieux. À côté de chez moi, à Chambon-sur-Cisse, l'épicerie qui fermait, qui c'est qui vient sauver l'épicerie ? C'est Abdel, qui vient de Blois et qui s'installe avec sa famille à Chambon-sur-Cisse et qui permet à ce que l'épicerie, elle continue à vivre. Combien d'habitants à Chambon ? Et c'est ça que le département... C'est une petite bourgade. Chambon, c'est 2500 sur Valencis. Et Chambon, ça doit être, que je ne me trompe pas, ça doit être 600 ou 700, mais je ne voudrais pas fâcher avec les Chambonniaux. C'est un petit bassin, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que maintenir partout où on peut, à d'autres endroits, c'est maintenir de la vente au détail chez l'agriculteur. Parce que les gens qui arrivent dans les villages... Le département fait quoi pour ça ? Eh ben, le département, il peut aider ça. Aujourd'hui, il y a la dotation de solidarité rurale, il y a moyen de cibler mieux, de dire en fait, on va vous aider. Si vous avez un projet, c'est ce que fait par exemple le département du Finistère. Il aide les petites collectivités, il aide les petites communes à maintenir soit un commerce, soit un coiffeur, que sais-je. Ça peut être aussi la question, vous parliez de la petite enfance, la question des crèches locales, des crèches associatives, les associations de maintien pour une agriculture paysanne, les AMAP qui permettent de développer de circuits courts. Il y a plein de choses qui existent et le département, en ruralité, il doit absolument soutenir ça. C'est ce que nous faisons avec la dotation de solidarité rurale. Pas exactement. C'est quand même 6 millions d'euros chaque année qui permettent à toutes les petites communes de moins de 6 millions quand même. Oui, moins de 3500 habitants, donc c'est vraiment uniquement dédié aux communes rurales de porter un projet territorial. Par exemple, en Sologne, récemment, c'était l'aide à la création de crèches dans les communes pour la garde d'enfants, parce que l'un des grands enjeux, vous savez, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, de la reprise du travail pour les familles monoparentales, c'est de garantir au papa ou aux mamans à la fois de la mobilité pas trop chère, parce que la voiture, ça coûte très très cher, et de la garde d'enfants dans les premiers mois de la reprise du travail. Et d'ailleurs, nous proposerons avec Nicolas Perruchot, dans le prochain mandat, que les premiers mois de la garde d'enfants pour une famille qui retrouve un emploi soit prise en charge par le département. Sans Nicolas Perruchot dans le prochain mandat, votre langue a fourché. Oui, avec Nicolas Perruchot qui est le président actuel, donc avec la majorité départementale. Oui, je ne sais pas s'il va encore se pencher sur les grands dossiers. Puisque si, quand on est passionné par Loire-et-Cher, on reste. Alors, c'est dans l'intitulé de ce volet, petit territoire et grande circulation, car visiblement, il y a un problème. Le département est entre
l'autoroute A85 et l'A10 et est donc soumis à ce qu'on appelle un flux traversant, notamment des poids lourds qui se rendent sur les plateformes logistiques. Et ça, les élus s'en plaignent car cela engendre de l'insécurité. C'est vrai que des camions qui passent régulièrement dans les communes, ça peut être problématique, surtout à proximité des écoles ou autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça ? Parce que finalement, ça n'engendre pas d'économie, ce sont juste des camions qui passent et ça représente de l'insécurité. Michel Chassier. Pas que de l'insécurité, et ça ne gêne pas que les élus, je crois que ça gêne d'abord les habitants. Les habitants, oui, bien sûr. D'abord, ceux qui sont sur le passage, et puis aussi les gens qui circulent. Je ne sais pas si on évoquera le sujet, mais on a le cas de l'échangeur à l'heure actuelle, qui a un rond-point à la Patte d'Oie au sud de Blois, qui est vraiment un point noir. On ne peut pas descendre trop profondément. On a aussi le problème de la sortie d'autoroute. Oui, mais c'est dans l'axe nord-sud. Oui. Cet axe nord-sud était inscrit... Alors là, c'est bien avant Nicolas Perruchot, ou même son prédécesseur, c'était Roger Guemer. Alors, il n'y a que les anciens qui s'en souviennent. C'était inscrit au projet Loir-et-Cher 2000. C'est-à-dire qu'en l'an 2000, du nord du département, c'est-à-dire d'Épuisé jusqu'à Villefranche-sur-Cher, on aurait 2 fois 2 voies. 20 ans après, on en est encore très loin. Et je crois que... Ah non, mais il faut désenclaver. Mais désenclaver, c'est faire plus Donc vous de êtes opposé Non, mais plus de routes. Écologiste on empêche les gens de circuler, de se rendre au travail. Le projet routier, c'est fini ? Aujourd'hui, on sait que le problème, c'est le réchauffement climatique. On sait que c'est lié en partie au chauffage et on sait que c'est lié en partie au Non, mais transport. restons sur la route, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Sur la route. On fait des contournements, ça pourrait être la solution, des contournements. On ne fait pas plus de routes pour répondre au problème de pollution. Le problème, en fait, c'est quoi ? C'est la question des plateformes logistiques. On ne peut pas d'un côté dire il faut absolument faire venir des plateformes logistiques et après se plaindre des camions. Il faut aussi changer ce modèle économique. On parlait tout à l'heure de ramener l'activité au niveau local. Attendez une seconde, je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que là, on est en train de parler de la sécurité des habitants, des usagers. Qu'est-ce que l'on fait pour réduire ce flux de poids lourds ? Est-ce que l'on peut faire cette solution ? Vous réduisez les poids lourds. Des déviations ? D'accord, mais en fait, vous ne pouvez pas me laisser dire ça. Mais en fait, de toute façon, c'est vous qui décidez ce que vous me laissez dire et ce que vous me laissez pas dire. Mais la question, c'est pas une question de sécurité, c'est une question de circulation. La proposition, c'est de dire, on fait plus de sorties d'autoroute, on fait plus de 4 voies. En quoi c'est de la sécurité ? La sécurité, c'est on ralentit sur les routes. On réduit le nombre de camions sur la route. Moins il y aura de camions, je vous promets, plus il y aura de sécurité. Vous savez que ça ne fonctionne pas. Jean-Pierre Raffarin, en son temps, voulait faire du fret ferroviaire, on n'a jamais accepté. Mais c'est toujours dans les plans, même de l'actuel gouvernement. Oui, mais ça fait 25 ans que c'est donc en fait, on doit continuer à fond sur la bagnole, et puis si possible en diesel, et c'est ce que souhaitent les gens. Mais c'est pas ça aujourd'hui la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que les gens, ils veulent moins se déplacer, ils veulent moins de bagnoles. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est être protégés. Et alors, je suis pas opposé à une déviation. C'est pas le principe d'être opposé à une déviation. Le principe, c'est qu'à chaque fois, en fait, on va faire, comme le dit un paysan dans mon coin, c'est qu'on va taper dans la moquette, en fait. On va faire la déviation. Qu'est-ce que ça veut dire, taper dans la moquette ? C'est taper dans les espaces agricoles que les agriculteurs, et notamment la FNSEA, qui ne sont pas forcément meilleurs amis, mais là-dessus, on se retrouve sur le fait de préserver les espaces agricoles, et notamment à proximité des grandes villes. Tous ces grands aménagements, à chaque fois, on va taper là-dedans, voire même, on va taper dans la forêt. Comment on se déplace dans un département rural comme le Loir-et-Cher ? On se déplace autrement. Trottinette électrique, je propose. Mais pas du tout. Il y a quand même... C'est là que c'est intéressant, ce débat. Nous sommes évidemment favorables, quand on écoute les Loir-et-Chériens, à la voiture individuelle. Cette vision très parisienne qui est de taxer en permanence, on l'avait vu au moment des Gilets jaunes, toutes celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix. Nous, dans le Loir-et-Cher, quand on prend notre voiture, c'est pas un choix, c'est une obligation. Pour aller de la Motte-Beuvron à Celles-sur-Cher ou de Romorantin à Blois, on ne prend pas le TER ou le métro, ça n'existe pas. Donc nous versons à l'instant dans le 4e et dernier volet Guillaume Pelletier grâce à votre il faut un schéma, juste pour finir, il faut donc un schéma poids lourd, pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, que nous proposons avec des contrôles de gendarmes qui interdiront à ces poids lourds de passer dans nos communes et nos villages. Alors, Guillaume Pelletier, justement, vous nous permettez de verser dans la 4e et dernière partie de cette émission que l'on a intitulée « Ruralité agricole et écologie ». Le département a une forte activité agricole, l'élevage, la polyculture, mais l'évolution du secteur est assez inquiétante. Je m'explique, dans les 5 années à venir, et Michel Contour, je vais vous demander de réagir là-dessus, la moitié des exploitants agricoles vont partir à la retraite. Se pose alors la question très délicate de la transmission et de l'installation des jeunes agriculteurs, ce qui est compliqué, on le sait. Comment réagir et les choses ont-elles été anticipées ? On rentre dans le volet de l'écologie grâce à l'agriculture et ensuite nous parlerons des questions de transport. Ne vous inquiétez pas. Michel Contour. Le département
intervient en aidant les chambres consulaires et en particulier la Chambre d'agriculture, aujourd'hui qui fait un travail intéressant dans ce qui est la reprise des exploitations, effectivement, en essayant de pouvoir travailler en amont pour savoir quels sont les agriculteurs dans une tranche d'âge qui est au-delà de 55 ans, maintenant envisagent leur avenir et les aider dans leur démarche pour une transmission. Il est bien évident qu'à défaut de cet engagement, la chose qui se passe le plus fréquemment, c'est que l'exploitation est reprise soit par celle d'à côté, soit par une plus grande encore. Il n'y a pas de surface agricole qui diminue. Et des créations de super exploitations. C'est tout à fait vrai. Alors, ça a sans doute répondu à un besoin, parce que si nous avons... Est-ce que c'est parce que nous avons moins d'agriculteurs que les exploitations sont plus grandes, ou bien est-ce que c'est parce que les exploitations sont plus grandes que nous avons moins d'agriculteurs? Mais il y a une corrélation directe. Moi, je me souviens, étant enfant, il y avait dans mon village 20% de la population qui était agricole. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. Donc il y a eu une évolution sociale, ces gens-là sont allés chercher autre chose. Pour autant, la France a l'obligation, et notre département en particulier, de nourrir sa population. Et d'ailleurs, elle le fait très bien, puisque le département de Loir-et-Cher a une autosuffisance bien au-delà de ses besoins, bien au-delà, avec des produits de qualité. Mais aujourd'hui, oui, la ruralité, c'est cela. Quelle agriculture et le soutien à quelle agriculture vous défendez, messieurs, si vous êtes élus? J'ai beaucoup parlé, hein, donc... l'idée, c'est, pour le coup, c'est de développer une agriculture de proximité, une agriculture de qualité, si possible biologique. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est la pollution des nappes souterraines qui, dans la Beauce, condamne une grande partie des captages d'eau. C'est les problèmes des pesticides qui touchent aussi en premier lieu les agriculteurs. Et puis c'est aussi surtout de rémunérer à leur juste valeur les agriculteurs pour le travail qu'ils font. C'est aussi valoriser les filières agricoles. Le département, il s'occupe des collèges. Le département, il a la capacité dans les collèges. Est-ce que je peux finir ma phrase? De changer de modèle agricole. À chaque fois où je peux finir ma phrase. Vous avez pris la parole très longtemps, s'il vous plaît. D'accord, mais en fait, à chaque fois, vous m'avez interrompu, donc je finis ma phrase après. Je vous en prie, ne courez pas après le chronomètre. D'accord. Je disais que dans le collège, on doit valoriser les filières agricoles. Moi, comme prof de 3e, c'est très difficile de valoriser les filières agricoles. Pourquoi? Parce que les jeunes ne connaissent pas en fait les filières agricoles. Il faut, et là pour le coup le département il peut agir, pour faire venir des paysans dans les collèges, faire aussi venir des collégiens dans les champs. C'est ça qu'on doit montrer, parce que le métier agricole est un métier d'avenir. Proposition consensuelle, vous êtes d'accord, messieurs ou... Il faut, je crois, un modèle agricole. On ne va pas le transformer artificiellement et imposer une transformation du modèle agricole. Les choses évoluent, les agriculteurs eux-mêmes, et quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, quels que soient les syndicats, il y a différentes tendances, mais tout le monde considère qu'il faut un modèle agricole qui produise tout de même pour nourrir, ça a été dit, nourrir nos populations et également exporter. C'est une caractéristique des productions, notamment dans le nord du département, et de certaines productions spécialisées. Mais aussi une agriculture qui permette aux agriculteurs de vivre décemment. C'est ça le problème. Pourquoi les jeunes agriculteurs, pourquoi il n'y a pas beaucoup de jeunes qui veulent s'installer? Parce qu'ils connaissent les difficultés actuelles. Les difficultés d'installation, les difficultés de survivre parfois même dans certaines installations, dans certaines exploitations. Et donc c'est sur ce volet qu'il faut agir, mais pour ça, il ne faut pas imposer trop de normes. Je vois le dernier train de mesures agro-environnementales et climatiques, on appelle ça, qui a été voté à la dernière commission permanente à la région. Il y avait un appel à projet de 1869 pages. Vous les avez lus? J'ai pas tout lu, mais je peux dire, j'ai regardé dans le détail, et on dit à un agriculteur au fond du Loir-et-Cher ou du Cher, vous avez un pré, vous pourrez le faucher à telle date ou mettre tant de bêtes dedans et tout. On leur dit tout ce qu'il faut faire maintenant. C'est pas ça qu'ils veulent, les agriculteurs. Alors, puisque nous sommes au milieu des champs, messieurs, on va aborder un sujet qui fâche. Allez, en quelques minutes, parce que je voudrais vraiment que vous puissiez vous exprimer dans votre minute pour séduire les électeurs à la fin. Les éoliennes, stop ou encore, Guillaume Pelletier? Non, mais les éoliennes, c'est pas du tout la solution. C'était encore un truc inventé je sais pas où, qui ne marche pas. On a la chance en Loir-et-Cher et dans notre région d'avoir une filière nucléaire qui est peu onéreuse et qui crée tant d'emplois et qui garantit l'indépendance énergétique de notre pays. Vous en avez dans le Loir-et-Cher des parcs éoliens. Nous sommes, je finis juste. Faux. Il n'y a pas d'indépendance énergétique avec le nucléaire. Nous sommes deuxièmement très attachés au développement futur de l'hydrogène, à la méthanisation avec nos agriculteurs. Et pour finir d'ailleurs sur nos agriculteurs, nous faisons deux propositions très concrètes. C'est d'abord, nous créerons un fonds de dotation d'installation pour les jeunes agriculteurs, doté d'1 à 2 millions d'euros pour que les jeunes agriculteurs volontaires puissent être aidés et accompagnés par la puissance publique. On a plein de jeunes agriculteurs remarquables, mais qui souffrent effectivement du poids. Quel rapport avec les éoliennes là ?
mais parce que vous ne m'avez pas permis de parler d'agriculture, et je considère que le Loir-et-Cher, tout est lié. Voilà, parce que l'obsession de quelques idéologues écolos de nous parler d'éoliennes, alors que nos agriculteurs sont les premiers défenseurs de l'écologie, les premiers aménageurs de nos paysages et de notre patrimoine, ils méritent d'être défendus, y compris sur les plateaux de télévision. Et puis deuxièmement, un grand projet de développement des circuits de proximité. D'ici 2025, 100% d'alimentation locale dans nos cantines des collèges ou dans nos maisons de retraite. Je rappelle que dans le Loir-et-Cher, c'est 6 millions de repas distribués chaque année dans la restauration collective. Vous imaginez, en une seconde, la garantie de revenus pour nos agriculteurs, nos arboriculteurs et nos maraîchers. 400 d'entre eux, 400 agriculteurs et maraîchers, ont accepté d'être labellisés Saveur 41 pour pouvoir demain alimenter nos cantines dans nos territoires. Ça, c'est du concret. Michel Contour, rapidement, sur les éoliennes. Stop ou encore, et sur le nucléaire aussi. Moi, je trouve que c'est difficile d'avoir une position tranchée, parce que il y a un certain nombre de lieux où les éoliennes n'ont pas leur place, et on le voit bien. Par contre, vous avez des élus locaux qui, ici ou là, le demandent, et je pense qu'on a besoin d'un véritable moratoire sur un département pour regarder ce qui est possible d'être fait ou de ne pas être fait. Quant aux énergies, c'est très compliqué aussi d'être dépendant d'une seule énergie. Une seule et unique énergie. Parler du nucléaire. Par exemple, même si elle a toute qui sa place représente aujourd'hui, 2000 me emplois, je semble-t-il. crois, dans le département. Bien sûr, c'est 2000 emplois. Sûr. Et en plus, on ne remplace pas du jour au lendemain un moyen qui fonctionne. Il faut le remplacer, il faut l'anticiper, son remplacement. Mais moi, je suis partisan de multiplier les différentes sources d'énergie, en quelque sorte, bien sûr. Et je crois que chacune a sa place, mais il faut en parler, il faut travailler sur le territoire avec les élus locaux, ce que nous ne faisons pas toujours assez, pour savoir ce qui est possible d'être fait. Et évidemment, impulser là où ça peut être utile et efficace. Une dernière intervention, François Thiollier. Et je ne vous interromps pas, mais vous avez 1 minute sur la question. Très sympathique. Le nucléaire, c'est pas une énergie... Je suis sympathique, je vous assure. Merci beaucoup. C'est pas une énergie d'avenir, c'est une énergie qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'elle rapporte. Aujourd'hui, ce qu'on explique, c'est que ça coûte pas cher le nucléaire, mais parce que toutes les installations, elles ont été payées par l'argent du contribuable. Et pour un petit peu d'électricité qu'on va faire aller pendant 50, peut-être 70 ans, on va avoir des déchets à gérer pendant 16 000 ans. Donc de toute façon, du travail en local, il y en aura pendant 16 000 ans parce qu'il faudra surveiller ces déchets. La solution aujourd'hui, c'est le fait de réduire d'abord les consommations énergétiques. C'est ça la priorité. La priorité, c'est la sobriété énergétique. Le département, il peut accompagner les plus modestes contre la précarité énergétique. Il y a des départements qui le font, le Loir-et-Cher ne le fait pas. Les éoliennes, c'est comme le solaire, il faut là aussi qu'il y ait la concertation. On n'impose pas un choix énergétique, que ce soit nucléaire, que ce soit des éoliennes, que ce soit du photovoltaïque, sans le consentement de la population, parce que c'est aller à l'encontre d'une confrontation inutile. Vous avez vu, je suis extrêmement urbain. Merci beaucoup. Je vous en prie, cher monsieur. Messieurs, ce débat touche à sa fin. Nous passons maintenant à la minute pour convaincre. C'est un vrai exercice. Vous aurez juste devant vous et derrière moi un chronomètre. Vous aurez 1 minute, pas une seconde de plus. Je sais que vous êtes courtois, vous aussi. Jouez le jeu, s'il vous plaît. 1 minute donc pour tenter de séduire vos électeurs. On commence par vous, Michel Chassier. On va faire ça comme la position sur le plateau, par ordre alphabétique. Pour le Rassemblement national, donc Michel Chassier, 1 minute, c'est à vous. Bien, ce que je dirais à tous les électeurs dimanche prochain, déjà, c'est d'aller voter. Et évidemment, à nos électeurs, vous avez la chance d'avoir des candidats du Rassemblement national absolument dans tous les cantons du département. Donc vous savez pour qui vous devez voter. Nous n'avons pas d'étiquette cachée comme certains, parce qu'il y a des gens qui ne font que de la politique au niveau local. Mais lorsqu'on viendra pour élire le président du département, et que peut-être ça sera un président MoDem, et qu'on verra la majorité présidentielle essayer d'accrocher le département à son tableau de chasse, les électeurs diront « Tiens, là, nous avons été trompés, parce qu'on ne nous l'avait pas dit ». Alors, nous sommes clairs, nous sommes transparents, nous sommes presque les seuls, la gauche aussi, je dois dire, qui est diverse, mais à afficher son étiquette. Nous affichons clairement nos étiquettes, nous avons nos propositions, et donc je demande aux électeurs de nous faire confiance et surtout de se mobiliser le 20 et le 27 juin prochain. Merci. Merci Michel Chassier. C'est au tour de Michel Contour dans l'ordre alphabétique d'hiver gauche de se livrer à cet exercice. Le chronomètre s'inscrit sur les écrans autour de vous. Pas une seconde de plus. Le gong vous le dira. C'est à vous, monsieur Contour. Eh bien, je voudrais rappeler que je ne représente pas un parti politique et que ma seule ambition aujourd'hui, c'est d'être au service des habitants. Et pour cela, moi et ma collègue, nous souhaitons nous appuyer sur notre expérience, sur celle du mandat qui s'achève, où on a pu apporter des solutions concrètes.
l'expérience d'un élu local entré sur son territoire, l'expérience d'un maire, d'un président d'association, d'un acteur de la vie professionnelle. Nous voulons continuer d'appliquer notre méthode, écouter, travailler, proposer. Celle qui nous a permis de faire bouger les lignes, d'obtenir des résultats concrets. 150 000 € d'aide directe aux associations pénalisées par le Covid. Des subventions aux communes majorées si les pratiques environnementales sont respectées. Un nombre de communes bénéficiaires plus important puisque nous avons fait relever les seuils. Nous avons imposé dans le cadre des marchés publics de faire appel à des demandeurs d'emploi. Et nous avons initié des réunions publiques régulières pour que chaque citoyen sache quand et sur quel sujet il peut alerter son élu départemental. C'est ainsi que nous souhaitons continuer à œuvrer pour un meilleur vivre ensemble. Merci Michel Contour. Nous passons à Guillaume Pelletier, Union du centre et de la droite. De la même manière, le chronomètre va égrener les secondes. Soyez concis, c'est à vous, Guillaume Pelletier. Bien, ce soir, à travers vous, avec toute la majorité départementale, avec Nicolas Perruchot, Catherine Lhéritier et tous nos élus, nous adressons à vous, tous les Loir-et-Chériens, quelles que soient vos sensibilités, que vous soyez jeunes, anciens, artisans, commerçants, agriculteurs, que vous soyez à la retraite ou prêts à porter des projets d'entreprise, pour vous dire que dimanche 20 juin, vous allez choisir l'avenir pour les 7 prochaines années du Loir-et-Cher. Alors si vous considérez qu'il faut recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, si vous voulez qu'on lutte contre les fraudes sociales, si vous voulez et que vous croyez dans les valeurs du travail, du mérite et de l'effort, si vous considérez que l'ordre républicain, que la question de la sécurité face à toutes les délinquances est une question ô combien importante pour protéger les plus fragiles et les plus vulnérables, si vous aimez le Loir-et-Cher plus que tout, notre remarquable qualité de vie, ce grand et ce magnifique département vert, faites confiance à l'UPLC et à tous les candidats de la droite et du centre. Merci Guillaume Pelletier. Nous allons terminer avec François Thiollet, Europe Écologie Les Verts, le Loir-et-Cher en commun. Même exercice que nous vous demandons, 1 minute pour convaincre vos électeurs. François Thiollet, c'est à vous. Le Loir-et-Cher en commun, c'est un programme pour le département. Ce n'est pas un programme national, ce n'est pas un programme cantonal, c'est un programme, et nous sommes les seuls à avoir proposé un programme commun qui s'adresse à tous les habitants du Loir-et-Cher. Le Loir-et-Cher en commun, c'est un département proche de vous, qui s'attache d'abord aux priorités sociales, les personnes âgées, les personnes en précarité, les personnes handicapées. Le Loir-et-Cher en commun, c'est un Loir-et-Cher avec vous, qui plutôt que de grands projets qui claquent et qui détruisent les espaces naturels et agricoles, s'attache à la démocratie locale et à la concertation avec les habitants. Le Loir-et-Cher en commun, c'est le Loir-et-Cher pour toutes et tous, parce que nos compétences, nous ne vivons pas à la limite du département du Loir-et-Cher. Le réchauffement climatique existe, la biodiversité disparaît. On doit agir, on doit changer nos modes de vie, on doit changer nos modes de déplacement, on doit changer nos modes de consommation. On ne vous promet pas de décrocher la Lune, on vous propose juste de partager la Terre. Nous vous proposons donc un progrès qui garantisse à chacun le droit de vivre et de vivre bien dans le département du Loir-et-Cher, avec vous, pour le Loir-et-Cher en commun. Merci François Thiollet, merci messieurs. Avant de nous quitter, on va bien sûr présenter les autres listes sur vos cantons respectifs, c'est tout à fait normal. On va commencer par le canton de Montrichard-Val-de-Cher, votre canton, Michel Chassier, avec les binômes qui seront face à vous. On passe au canton de Vineuil maintenant, canton de Michel Contour, 4 binômes face à vous. Le canton de Chambord également. Canton de Guillaume Pelletier, là aussi 4 listes face à vous. Et puis le canton de Vezin-sur-Loire. Canton, effectivement, de Vezin-sur-Loire, votre canton, François Thiollet. Voilà, messieurs, nous sommes complets. Antoine, merci de votre collaboration. Je vous laisse en compagnie tout de suite de Xavier Nézet pour un focus sur l'Eure-et-Loire. Très belle soirée.